Bien, voilà, regagnez vos places. On va redémarrer cette journée donc, de restitution des résultats du projet 3 cultures dans 2 ans avec la table ronde où on va avoir le regard donc, de praticiens qui mettent en œuvre la double culture. Ils étaient là ce matin, donc ils ont entendu toutes les questions et interrogations donc, que vous vous posiez, notamment sur les éléments de réussite de la double culture. Donc on va essayer de recueillir leurs témoignages, puisque eux mettent en œuvre concrètement. Donc, je vais présenter les participants à cette table ronde. Donc, Monsieur Alain Chauclaser, vous êtes agriculteur à Pluginier dans l'Aude. Monsieur Hubert Deltrieux, vous êtes agriculteur à Carcassonne, dans l'Aude aussi. Et donc, Jean-Luc Verger, conseiller grande culture à la Chambre d'agriculture de l'Aude, nous donnera lui plutôt son regard d'expert et de conseiller qui accompagne la mise en œuvre de ces pratiques. Alors, comment ça marche? Ah non. Comment on fait passer la diapo suivante juste pour... il y avait une petite diapo qui présente un peu plus en détail le contexte de chacune des exploitations. Alors, le micro. Voilà, donc on va commencer par demander à chacun d'entre vous de présenter un petit peu le contexte de son exploitation, la localisation, surface d'exploitation, le type de culture, le type de sol, en n'oubliant pas la RU, ça c'est important, et l'accès à l'eau. Voilà. Donc, Monsieur Chauclaser, est-ce que vous voulez commencer par nous donner quelques éléments relatifs à la description de votre exploitation? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc j'exploite une centaine d'hectares avec mes deux fils sur la commune de Pluginier, qui se situe une dizaine de kilomètres au nord de Castelnaudary. L'exploitation est 100% bio depuis 2016 et en fait ça correspond avec mes premiers pas, si on peut dire, vers les cultures dérobées. Donc, l'exploitation fait 100 hectares, dont 20 hectares d'arbres, avec majoritairement des amandes. D'ailleurs, je vous recommande de manger beaucoup d'amandes, c'est très très bon pour la santé. Alors, pourquoi je suis venu au dérobé? En fait, le déclic est venu en regardant un petit peu l'intérêt de mettre des couverts. Alors, les couverts, incontestablement, nous sommes convaincus de la grande utilité des couverts. Et bon, malheureusement, ça a quand même un coût assez important. Et on s'est posé la question, tant qu'à faire des couverts, pourquoi ne pas essayer de les récolter? Et alors, c'est vrai que sur ces 6 ou 7 années d'expérience en dérobé, on a commencé derrière de l'orge, travail du sol, ensuite semis au monograine, 60 d'interlignes. Bon, problématique de l'enherbement quand même, pas mal de passages, au minimum 3 passages, un coup d'herse-trille, un coup de houe et obligatoirement au moins 1 ou 2 binages. Ensuite, j'ai essayé de densifier, toujours le travail du sol, densifier avec un semis au semoir en ligne, avec un espacement de 17 cm. Ça allait un peu mieux. On abandonnait complètement l'aspect binage, donc il y avait quand même un gain important en termes de mécanisation. Et depuis maintenant 2 ans, on le fait carrément en semi-direct. D'accord. Bon, alors, le semi-direct, par rapport à l'exploitation, ça n'a pas de valeur de règle générale. C'est la meilleure façon de gérer l'enherbement. Le semis le plus rapproché possible des lignes et une augmentation de la densité fait que
le soja, fin juin, avec les températures qu'il fait, 4-5 jours après, il est dehors, il couvre, et les adventices sont maîtrisés de cette manière-là. Bien, bon, vous êtes rentré directement donc, dans le vif du sujet et la description donc, de la technique que vous avez mise en œuvre. Je m'excuse alors. Non, mais il n'y a pas de problème. Des fois, quand on va droit au but, c'est aussi simple. Juste quelques éléments peut-être de contexte de votre exploitation, les types de sols et puis l'accès à l'eau. Alors, essentiellement argilo-calcaire, avec des taux d'argile très importants, facilement au-delà des 25%. L'accès à l'eau, jusqu'à cette année, tout allait bien. Et là, ça ne va plus du tout. Et donc le type de ressources, voilà. Très limité. D'accord. Vous êtes en réseau collectif je vous fais les réponses qu'on nous fait à nous. Hein. Ah oui, bien. Je suis désolé. Mais... Et si on se place donc dans les contextes des années précédentes, quel était votre... C'est une baisse de 50%. Ok. Et donc combien d'hectares irrigués en année jusqu'à aujourd'hui? Normalement, c'était 50 hectares irrigués. Je vous laisse faire la division. La division. Alors, on va rester un peu, avant de rentrer dans le détail, voilà, sur les éléments un peu de contexte avec Monsieur Deltrieux. Voilà, même question, le contexte de votre exploitation, la surface, les types de sols, la localisation, voilà, qui est un petit peu plus au sud que l'exploitation de Monsieur Choclaser. Et puis, pareil, l'accès à l'eau, de quelles ressources disposez-vous? Bonjour à tous, Hubert Deltrieux, agriculteur donc à Carcassonne, une exploitation donc de 240 hectares. Disposés en 3 sites qui sont distants de 2 km à peu près, donc relativement regroupés. Un tiers de la surface en argilo-calcaire, non irrigable, et le reste, de nouveau, un tiers en terrasse graveleuse, terre à vigne, puisque chez nous c'est quand même la culture principale, et l'autre limono-calcaire un peu, et irrigable aussi. Au niveau donc, de culture sur mon exploitation, j'ai 18 hectares de vignes en cave particulière, j'ai 14 hectares d'arbaux, un peu des amandes et un petit peu de pistaches. Et après le reste, c'est toutes céréales, maïs, grains, enfin un peu tout ce qui se fait, quoi. Voilà. Donc les 2 tiers de la surface sont irrigués par une ASA d'irrigation. Avec un barrage donc situé sur la commune de Carcassonne qui fait 1 300 000 m3 et qui est un barrage un peu entre guillemets atypique puisqu'il est sur une montagne mais en haut, pas en bas, et donc aucun bassin versant, et en période donc avant étiage, on le remplit par pompage dans Zode pour se mettre l'eau en réserve pour tout l'été. D'accord. Pour rejoindre aussi le point développé par Monsieur Choclaser, quelle a été la motivation pour vous orienter vers la double culture, et puis voilà, quel est votre retour d'expérience, depuis combien de temps pratiquez-vous cet itinéraire? Mais j'avais fait quelques petits essais il y a une dizaine d'années, mais avec un matériel d'irrigation qui n'était pas adapté, donc ça n'avait pas fonctionné. Et il y a maintenant 9 ans, j'ai mis 2 pivots sur l'exploitation, justement sur le site terrasse graveleuse, où là l'irrigation est nécessaire pour avoir quelque chose. Et donc, avec l'investissement que ça représente, je me suis un peu cassé la tête. Et donc, petit à petit, ça fait donc 9 ans que je fais du dérobé. Et petit à petit, j'ai essayé donc essentiellement soja et tournesol pour me fixer aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que je ne réessayerai pas le soja, mais sur le tournesol, que je pense maîtriser correctement, puisque depuis 9 ans, je n'ai pas laissé une récolte dehors. J'ai eu de tout, des bonnes ou des mauvaises, mais j'ai réussi à faire venir ma culture au bout, quoi. Voilà. Et quelle était finalement la motivation vraiment première à vous orienter vers cela? C'était économique? Oui, bon, au départ, bon, aujourd'hui, bien sûr, on peut parler découvert, mais au départ, c'est économique, quoi. J'avais besoin de rentrer un peu plus de marge sur l'exploitation, donc j'ai décidé de tenter la troisième culture. Et donc votre retour d'expérience sur ces 9 ans, c'est que ça fonctionne. Oui, vous atteignez vos objectifs. J'en fais 15 hectares tous les ans.
Aujourd'hui, j'ai pris depuis quelques années maintenant, je fais une rotation orge. Derrière l'orge, je fais mon tournesol. Et derrière mon tournesol, je sème un maïs au printemps d'après. Comme ça me laisse rentrer mon tournesol aux normes aussi bien que possible aux normes. Et je ne suis pas pressé d'implanter un blé ou autre que je pourrais peut-être mal faire. Enfin, de par l'expérience, je sais que des fois on peut mal le faire. Donc j'ai préféré faire une rotation comme ça. Après, moi, c'est écrit sur le descriptif. Donc j'ai choisi une variété peut-être un peu trop tardive et j'ai vu qu'il y avait des variétés maintenant chlorophylle un peu plus précoces. Donc je pense évoluer, enfin je ferai un essai en tout cas avec une variété plus précoce. Mais de mon retour d'expérience, enfin, chez moi, c'est semi-impératif avant le 1er juillet si on veut réussir la culture. C'est un chlorophylle parce qu'en faisant des dérobés, donc je le fais tous les 3 ans, et enfin, tous les 2 ans, il y a un tournesol dessus. Donc on maîtrise assez bien maintenant l'enherbement, sauf le xanthium qui est dans un mode de culture comme ça où on n'a pas peu de place à un assolement un peu plus complet, le xanthium prend de la place. Et donc le chlorophylle pour moi est obligé. Et c'est comme pour les graminées par exemple, tout ce qui est panique ou autre, les désherbants racinaires ne fonctionnent pas, donc je mets un stratos ou autre pour les dégager et avoir une culture le plus propre possible et qui ne me pénalise pas l'année qui suit, au niveau de l'enherbement, quoi. Ok, peut-être pour revenir à vous, Monsieur Choclaser. Voilà, Monsieur Deltrier disait qu'il avait testé tournesol et soja en double culture. De votre côté, est-ce que vous avez testé d'autres cultures que le soja? Alors, c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai fait un essai de chia qui a été très, très positif. Et la problématique, en fait, moi, c'est pas 3 récoltes en 2 ans, c'est 4 récoltes en 4 ans. Donc se pose fatalement le problème des rotations. Donc là, cette année, le précédent, c'est pas une paille, c'est un métail lin pois chiche qui a été semé au mois de novembre, qui devrait arriver à maturité d'ici 3-4 semaines, et qui me permettra d'avoir un sol déjà assez propre, puisque toute la culture est prévue pour être endénée. Et donc là, je vais abandonner le semi-direct, par contre, travail superficiel et semis du chia. D'accord. Et donc c'est quelque chose, chia et soja, voilà, ce sont les 2 espèces que vous poursuivez en double culture? Non, puisque Okay. viendra à la suite du chia, il est prévu de faire une lentille, là aussi en associé certainement à la cameline. Et sur la lentille, là viendra peut-être un autre métail, peut-être sarrasin tournesol. D'accord. Jean-Luc, quelques questions pour toi maintenant. Voilà, donc sur le territoire sur lequel tu travailles, est-ce que cette technique de la culture de dérobé est beaucoup pratiquée? Enfin, moi, sur le territoire ouest-audois, puisque c'est bien de celui-ci qu'il s'agit, les cultures dérobées sont peu pratiquées, bon, déjà pour plusieurs raisons, et on l'a vu depuis ce matin, les discussions qu'on a, que ce soit les collègues des instituts ou les collègues des chambres qui en ont parlé. L'accès à l'eau, déjà, c'est un premier souci, parce qu'on a bien vu que sans eau, compliqué de faire des dérobés, si ce n'est peut-être de l'opportunisme en fonction de la météo à court terme, pour essayer parce que les objectifs, ils sont simples, hein, c'est d'avoir une levée rapide, un semis qui se fait rapidement après la culture récoltée, une levée rapide de manière à avoir une récolte qui soit dans les meilleures conditions possibles, tant sur l'humidité de la récolte levée que sur la culture qui suit, l'implantation de la culture qui suit. Donc, comme le disait tout à l'heure Mathieu, et à juste titre, hein, un jour, moi j'étais resté sur 4 jours à l'arrivée, donc ça c'est à prendre en considération. Après, derrière, il y a aussi une remise en question aussi de l'outil de l'assolement, qui doit être repensé, parce que faire ce qu'il faut en blé dur tournesol, c'est pas blé dur tournesol enérobé et reblé dur, parce que sinon on va arriver vite sur des impasses, notamment de régras, qu'on connaît fort bien. Voilà. Donc il faut repenser l'assolement, tant en espèces qu'en succession,
notamment la rotation. Choix de la culture qui vient ensuite. Et ce qui est important aussi par rapport au dérobé, et ça a été abordé encore ce matin, je vais enfoncer encore des portes ouvertes puisque les collègues en ont bien parlé, c'est un semis dans les meilleures conditions possibles. Alors, quid de la discussion entre je fais une préparation de sol ou pas? Donc là, la question peut se poser par rapport à l'espèce que je mets en place. C'est vrai que le tournesol, comme vous l'avez si bien dit, c'est une plante qui a un système racinaire pivotant et qui devrait s'implanter sur des sols plutôt meubles et plutôt de la terre fine. Donc tout ça fait que en fait, tout doit être bien pensé, anticipé, tu l'as dit tout à l'heure, anticipé et surtout une levée la plus rapide possible. Plus on travaille, plus on assèche. Plus on assèche, plus on retarde la date de levée. Donc l'accès à l'eau, important. J'appuie bien dessus parce que c'est quand même un thème d'actualité avec l'adaptation au changement climatique, l'accès à l'eau derrière, les réussites. Et c'est souvent des équations qui sont compliquées à résoudre. Et c'est celle qu'on s'emploie à essayer de réfléchir chaque jour que nous travaillons dessus. Il y a aussi un autre paramètre, c'est la partie réglementaire. Et ça a été très bien abordé parce que Hubert et M. Choclaser l'a dit aussi tout à l'heure, actuellement, en zone vulnérable, on est obligé de gérer l'interculture. Une gestion d'interculture, et ça fait longtemps qu'on en parle avec les différentes discussions, et je pense que Pierre, tu dois t'en rappeler aussi, des échanges en zone vulnérable. Oui, on est en plein la mise dedans. en place des couverts. L'été, la multitude d'essais qu'on a pu réaliser à droite à gauche et se rendre compte en fait que le couvert végétal l'été il ne levait pas bien parce que ben voilà, on connaît les raisons. Donc je ne vois pas pourquoi un dérobé ça lèverait mieux que couvert végétal s'il ne reçoit pas d'eau non plus. Voilà. Donc là, il faut se poser des questions. Et derrière, si en plus on explique aux agriculteurs qu'il faut couvrir le sol et que derrière, ben, potentiellement, il peut avoir un résultat économique qui intervient sur son exploitation, je pense que c'est plus facile à faire passer. Donc le dérobé en le positionnant comme ça m'intéresse et c'est beaucoup plus facile. L'opportunisme, pour moi, c'est très important. Ça, c'est peut-être mon côté agriculture et conservation des sols. Le pilotage, Mathieu l'a dit tout à l'heure, le pilotage de l'irrigation, optimiser au maximum. Sans ça, je pense que ça va être compliqué à faire passer. Et la remise en question de l'assolement par rapport à cette histoire d'eau. Voilà. Pierre. Alors justement, Monsieur Deltrieux, Jean-Luc parle de réflexion ou de remise à plat de son assolement pour intégrer donc la séquence de double culture. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quel était votre assolement traditionnel avant et puis en quoi l'introduction de la double culture l'a modifié? Alors, l'assolement, je fais un peu de tout. J'ai du colza, du blé tendre, blé dur, tournesol, sorgho, enfin, maïs grain. Le fait de me pénaliser sur l'assolement avec le tournesol, le dérobé, c'est que je veux conserver du maïs. Alors, je veux conserver du maïs parce que l'exploitation a des antécédents blé tournesol, comme beaucoup chez nous. Et donc, il y a une problématique régras qui est assez importante. Et c'est vrai que le maïs, de ce côté-là, on maîtrise quand même pas mal. Et donc, on nettoie bien les terres. Donc, pour l'instant, je veux garder ça, mais ce n'est pas dit que dans l'avenir, il continue à rester sur l'exploitation et qu'il ne soit pas remplacé peut-être par un soja plutôt pour avoir de l'azote, pour pouvoir faire autre chose. Donc, voilà. Ok, donc, et si vous nous détaillez un petit peu la séquence de la double culture, donc je crois que c'était une orge, c'est ça? La double culture, c'est orge, donc tournesol dérobé, Oui. Et le maïs le printemps qui suit. D'accord. Ok. Toujours sur cette séquence de double culture, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur la conduite de l'irrigation, voilà, du tournesol? La conduite de l'irrigation, enfin, donc l'implantation, c'est deux passages de vibroflex pour travailler donc un peu le sol et créer un mulch. Et après, donc un semis avec un semoir équipé de roues étoiles pour dégager les pailles. Donc derrière, une irrigation de 15 mm
pour faire lever le tournesol, et suivi de à peu près 15 mm de pluie, ça dépend du temps, mais on va dire 4-5 jours après, pour qu'ils puissent pas rester bloqués sous la croûte, puisque là, en l'occurrence, les pivots sont sur des terrasses graveleuses, et c'est des terres qui se compactent énormément, et s'il n'y avait pas cette deuxième irrigation, je perdrais énormément de pieds à la levée, quoi. D'accord. Sur la diapo, on n'a pas mis d'éléments relatifs à la fertilisation. Est-ce que vous en apportez? Je mets 40 unités d'azote. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez d'autres éléments clés pour vous est-ce que vous identifiez des éléments clés de la réussite de la double culture là, que vous, après ces 9 ans d'expérience, vous souhaitiez mettre? Donc là, j'ai détaillé la mise en place. Pendant des années, je mettais un métolachlore pour essayer de ne pas avoir de régras, et très vite donc un pulsar pour tout ce qui est exantium et autres herbes. Après, je me suis aperçu que de toute façon, le métolachlore, ça ne servait à rien, ça ne marche pas bien, de par le trop de chaume, je pense, dessus, et peut-être aussi la période à forte chaleur, peut-être aussi peuvent l'altérer, je ne sais pas. Donc je l'ai remplacé par le Stratos, et automatiquement, après la deuxième irrigation, je ne re-arrose pas tant que je n'ai pas une levée régulière des orges, et je passe pour nettoyer les levées avec ces 2 désherbants. Et après, donc suivi de 3, 4 irrigations, ça dépend de l'année, jusqu'à ce qu'on soit en fin floraison, où là, j'en fais une, on va dire 10 jours après la floraison, et c'est fini, je le laisse finir tout seul. Monsieur Chauclaser, un peu même question pour vous. Par rapport à la séquence de la dérobée, est-ce que vous pouvez nous redétailler un petit peu, voilà, comment... Oui, alors peut-être une précision en matière d'irrigation. Cette année, on a fait un essai de pilotage à l'aide de sondes. Un essai qui a été mené d'ailleurs par la Chambre d'agriculture, et qui a permis d'être beaucoup plus juste au niveau apport d'eau. Bien que 2022 est une année très particulière, quand on a une ETP de 10 mm par jour, sonde pas sonde, on est débordé. C'était un petit peu dommage. Ensuite, oui, ce qui est important, je pense, et assez fondamental, il y a quand même une date limite au niveau du semis. Je pense que dans nos régions, passé le 10 juillet, c'est fini. Faut oublier. 2021, j'avais semé le 7 juillet. Il faut savoir qu'un jour de retard au semis, c'est 3 jours de retard à la récolte. Alors si on part à la plage au moment... Non ? Non, c'est que ce matin, il y avait un grand débat entre 4, 2, donc vous êtes à 3. Non, c'est... Faut être consensuel, des fois. Hein. Parfait. Mais c'est... Faut passer le 10 juillet, faut plus essayer de semer. Sauf peut-être de nouvelles cultures. Ah, et alors, du coup ? Mais rendez-vous d'ici quelques années pour que je vienne vous en parler. Avec plaisir. Pas de retour. Du coup, ouais, peut-être une question avant de donner la parole à la salle pour qu'ils puissent vous poser quelques questions. Comment vous voyez l'avenir et l'avenir de la double culture sur votre exploitation, voilà, au regard à la fois du contexte économique, de l'évolution du climat. Est-ce que c'est une technique pour vous qui a encore toute sa place dans votre système d'exploitation, ou est-ce qu'elle risque d'être remise en cause ? Alors, il n'est absolument pas question de la remettre en cause. Alors, peut-être que sa part va diminuer, augmenter, je ne sais pas trop. Tout va dépendre maintenant de l'accès à ces nouvelles cultures, à remplacement du soja, quand même très gourmand à nous. Et cela pour plusieurs raisons. Alors certes, il y a l'aspect économique, mais il y a aussi, et ça je me suis rendu compte dès la 3-4e année, il se passe quelque chose au niveau du sol. Un sol qui est couvert toute l'année, et en particulier pendant l'été, avec les températures que l'on a, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe.
Sur les parcelles où je suis en double culture, je ne décompacte plus. Et bien sûr, je suis un non-labour. Hein. Oui, oui, vous l'avez dit. Ok, Donc il y a un truc. très bien. Je sais pas y mettre des mots dessus, mais il y a un truc. Bon, c'est- pourquoi pas. Monsieur Daltrieux, même question. Comment vous vous projetez un petit peu sur l'avenir et comment vous voyez les perspectives pour la double culture sur votre exploitation? Moi, je pense qu'effectivement, il faut creuser. Et effectivement, moi, je le vois évoluer et continuer. De toute façon, j'en suis persuadé. De la même façon, je suis persuadé que c'est de l'avenir. Après, il y a des réflexions à avoir. Moi, en ce qui me concerne, quand je disais que peut-être j'enlèverais le maïs, c'est parce que il y a un petit moment que j'ai envie de faire un essai et il faut que je le fasse. J'aurais aimé faire derrière mon tournesol dérobé, par exemple, me faire un blé dur relativement clair, pas trop épais en densité, et au mois de janvier ou février, de semer un canola en direct dedans, tant qu'on est en talage, pour essayer, après la récolte, d'irriguer, de faire pousser un canola. Je me dis que ça doit pouvoir marcher. Bon, voilà. alors C'est là, il y a de des- l'innovation. C'est des idées, Ouais. mais c'est des idées. Donc en relais cropping. Ouais, enfin, ouais, mais avec un équipement normal. Non, mais avec un équipement normal, là, pour le coup, puisque je pense qu'au talage, bon, mon blé, il ne va pas apprécier d'y être passé avec un semi-direct dedans, mais enfin, je ne pense pas que c'est ça, que ça l'empêche de me faire du grain. Mais peut-être que le canola, ou même à la place du colza, chez nous, si on fait un colza et qu'on ne l'irrigue pas, on n'a pas de colza. C'est réglé. Mais peut-être que le canola se met en décembre, ça peut être une solution pour avoir du colza. Enfin, du colza dans l'Aude, il n'y en a que parce qu'il n'y a que du semence finalement, et que les gens l'arrosent. Mais en culture colza graine, il n'y en a quasiment pas, quoi, parce que tout le monde les loupe. Mais peut-être que ça peut être une piste de recherche pour développer l'interculture, quoi. Ok, ben merci de cette perspective. S'il vous plaît, après ce sera à vous. Jean-Luc, à toi maintenant de prendre la boule de cristal et de nous dire voilà, quelle est ta vision un peu de la perspective de la double culture, à la fois pour les agriculteurs et puis peut-être aussi pour les filières, organismes économiques locaux. Tout à fait. Moi, au niveau de la double culture, j'y vois plusieurs intérêts et je pense que l'avenir va aller en ce sens-là. C'est-à-dire que, vous le savez tous, il ne passe pas un jour sans qu'on nous parle de changement climatique, qu'on nous parle de mise en place d'outils de manière à limiter un petit peu l'impact que peut avoir ce changement climatique. Le dérobé peut être une réponse, avec du stockage de carbone dans des périodes où peu de cultures poussent. Les travaux, je pense que les travaux qui sont menés par les instituts et les outils de recherche doivent continuer, notamment je pense à travers l'adaptation au changement climatique, les screenings de variétés. Très important, ça a déjà attaqué au niveau des céréales à paille. Je pense que les collègues de Terre Novia ou de l'INRAE sont déjà sensibilisés sur cette thématique-là et j'en ai aucun doute. Derrière cela, on peut, pourquoi pas, à travers ces nouvelles productions, ces nouveaux volumes, développer des filières. Je sais qu'on a eu travaillé avec des collègues semenciers, puisque CEPOL s'intéresse à ces filières-là et à ces productions-là, pour faire du biocarburant. Ça, c'est une piste. Développer de nouvelles filières, comme disait M. Chourlazer tout à l'heure. On a des essais qui se sont mis en place du côté du Narbonnais, notamment sur le quinoa, donc à voir. Si je reviens d'un point de vue, et Hubert l'a très bien dit tout à l'heure, l'évolution des variétés, mais je pense que ça aussi c'est quelque chose qui va venir, puisque je pense que les semenciers et ces acteurs-là sont très importants dans nos filières, quelles qu'elles soient, sont sensibilisés à tout ça. Nous, on a des problèmes de salissement, notamment avec l'Exantium, les Datura. Ça, vous connaissez les normes commercialisation. Donc, ce sont des adventices qui se développent à ces périodes-là. Donc, il faudra qu'on ait des solutions, sinon ça va être compliqué derrière pour valoriser ces productions. On a de nouveaux produits qui arrivent aussi.
pas obligatoirement obligé de travailler qu'avec du Clearfield ou de l'Express. Là, maintenant, on a des produits qui arrivent sur des variétés qui sont normales, on dira, pas VTH, notamment le Vibala. Tout ça, je pense qu'il ira dans le bon sens, et dans le bon sens à condition qu'on puisse se permettre d'avoir les outils pour pouvoir produire. Et là, je pense toujours, je reviens, c'est récurrent avec le sujet d'actualité qui est l'eau, l'accès à l'eau, pour pouvoir répondre à ces enjeux et à ces défis de demain qui sont l'adaptation au changement climatique, la limitation du, du travail du sol, la prise en compte du sol dans son sens large. Voilà ce que je peux en dire et ce que j'en pense. Bah écoute, merci beaucoup. Allez, on va prendre, alors même si on est en retard, eu égard au repas copieux que nous avons eu, quelques questions voilà, de votre part à nos deux agriculteurs et à Jean-Luc. Jean. Oui, bonjour, une question pour le producteur en bio. Par rapport au problème de vivace, s'il existe, comment est-ce que vous faites pour le traiter lorsque le tournesol occupe le chaume? Je pense au chardon en particulier. Soja, pardon. Alors, figurez-vous que c'est l'inverse qui s'est produit, puisque c'est le soja qui a mis fin au chardon. Il y a d'autres problèmes qui arrivent, hein, mais les chardons, ça a été réglé avec l'impact du soja. Ouais. Dès que ça commence un petit peu à baisser, parce que le soja était extrêmement couvrant, et ça c'est grâce au fait de semer en plein. Et en fait, je l'ai découvert un jour par hasard. La première année où j'ai fait du soja en dérobé, il me restait un fond de semoir. J'ai doublé. J'ai dit, tant pis, ça sera le témoin sans désherbage mécanique. Et finalement, il était aussi propre, si ce n'est pas plus, que la parcelle d'à côté. Pardon ? Pas du tout. Depuis maintenant 6 ou 7 ans que je fais du dérobé, la variation maximale, je crois que c'est 10%. Le seul facteur d'ajustement, c'est l'eau, malheureusement. Oui, une question pour Jean-Luc, pour faire suite à ce que tu disais, Pierre. C'est, en gros, la succession blé dur tournesol, en moyenne, qu'est-ce qu'elle devient quand on fait blé dur dérobé tournesol? Après, qu'est-ce qui généralement se met en place ou quel type de rotation se met en place? Sans parler là, les exemples qu'on a sont vraiment très complexes et très diversifiés. Est-ce qu'il y a un modèle plus simple qui se généralise? Je te remercie, Sylvain, d'avoir posé cette question. Non, mais tu as bien raison, parce qu'en fait, le curseur va être compliqué à bouger, bon, surtout sur un secteur où on est quand même sur des rotations biennales, tournesol blé dur. Et c'est vrai que si en plus tu cales là-dedans en interculture, en dérobé, un tournesol, nos copains de Terre Innovia, ils vont pas être contents. Hein. C'est du Phomopsis, du Verticillium, voilà. Donc, tout à fait. Et il est évident que dans l'avenir, il va falloir qu'on repense nos rotations. Et repenser nos rotations, ça va être, comme on nous le dit depuis longtemps, pas de retour du tournesol, au moins 4 ans. Voilà. Mais ce ne sera pas obligatoirement un frein, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, qu'un tournesol revient tous les 4 ans, il est plus productif qu'un tournesol qui revient tous les 2 ans, et en plus, il est plus sain. Donc, globalement, plus sain. Donc tout ça, ça fait que, oui, il faut qu'on allonge les rotations. On commence à voir un petit peu d'ébauche de certaines choses par rapport, parce que c'est toujours pareil, une rotation, elle est adaptée à une situation géographique, climato. J'ai l'accès à l'eau, je peux faire certaines rotations. Ben, tu vois, Hubert, sur ce secteur là où il a des parcelles en sec, il a des rotations beaucoup plus simples que celles qu'il a, enfin, plus simples et plus imposées, on pourrait dire, par rapport au milieu où il évolue, que là où il est en irrigué. En irrigué, il a tout le champ du possible qui s'ouvre à lui, quoi. Voilà. Et en plus, il sécurise ses revenus. Donc c'est encore mieux. Merci. D'autres questions? Non? Ah, ben, n'hésitez pas.
Je me posais la question pour Monsieur Deltrieux, comment il faisait sur son interculture, vu qu'après le dérobé tournesol, il y avait un maïs. C'est-à-dire qu'il réimplante pour la couverture hivernale quelque chose. On n'est pas en zone vulnérable en fait. Non, C'est non, pas- je ne laboure pas depuis une vingtaine d'années. Donc, moi, derrière mon tournesol, je passe mon décompacteur, je ressoulève mes terres, ça me fait mon mulch dessus et je laisse pousser jusqu'au printemps, veille d'implantation du maïs, où là, bon, je passe un coup de glyphosate et je sème mon maïs. Voilà, petit point réglementaire, après le 20 septembre, il n'y a pas les récoltes postérieures au 20 septembre n'ont pas besoin de mise en place d'obligation de couvert au titre de la directive nitrate. D'autres questions? Profitez-en, hein, toutes les questions de ce matin sur ce qui n'a pas été fait dans 3C2A, demandez-leur s'ils l'ont fait. On a beaucoup parlé de dérobé du coup en pur. Est-ce que, il me semble que Alain, vous avez parlé d'essais en dérobé associé, soja, tournesol. Est-ce qu'on a un peu des retours là-dessus sur des enfin non, c'était pas soja, tournesol, c'était tournesol, sarrasin. Mais est-ce qu'on a des retours un peu sur des associations justement, peut-être pour mieux gérer l'enherbement ou potentiellement pour d'autres raisons que je vois pas comme ça? Alors, en bio, la problématique est double. D'abord, il faut être extrêmement sensible à l'intégration de légumineuses dans les rotations pour une remise à niveau du taux d'azote. Donc, pas mal de lentilles, pas mal de pois chiches également. Alors, ensuite, personnellement, là aussi, je suis très, très convaincu de l'intérêt d'associer les cultures. Là aussi, il se passe quelque chose des cultures entre elles. Les quelques essais que... Bon, tout le monde connaît le blé tendre févrole, blé orge pois. Là, je suis à ma deuxième année de lin pois chiche. Il se passe quelque chose. C'est très intéressant. Bon, ça demande après obligation de le trier, mais il se passe quelque chose. On ne fait pas des merveilles en pois chiche, mais quand le lin a tendance à décrocher, les pois chiches prennent la place. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que, toujours dans le souci d'allonger les rotations, je me suis renseigné sur l'association sarrasin-tournesol. Alors, sarrasin, là aussi, ça a quand même un effet nettoyeur des terres qui est loin d'être négligeable. Et compte tenu quand même de la structure même de la plante, je pense qu'un étage de sarrasin et un étage de tournesol, ça doit le faire. Je sais qu'il y a eu quelques essais de fait. Je ne sais même pas si ça s'est déjà fait en France, mais je sais que ça existe. On est sur des cycles de vie de plantes à peu près similaires. Ouais, et pour l'instant, même du côté, dans le projet 3C2A, c'est pas du tout des choses qui ont été observées, enfin en tout cas essayées ou envisagées ou... Et on n'oublie pas le sarrasin pour la partie un peu plus nordique des deux régions. Et on a quand même regardé d'autres cultures comme alors je sais jamais dit si on dit Kia ou Chia. Moi j'ai jamais su le faire pousser à l'usignan, mais on a eu des essais chez des agriculteurs. De la cameline, on a regardé le millet, le moa, enfin donc un tas d'autres cultures. Et c'est vrai qu'on n'a pas testé, parce qu'on n'a peut-être pas pensé, hein, là j'avoue, des cultures associées. Mais pourquoi pas, hein. À la limite, s'il y en a une qui ne pousse pas, l'autre pousse, et ça peut être un gage, enfin, ça peut encore être un gage de sécurité en plus de la RU, en plus de l'irrigation, etc., quoi. Après, il va falloir trouver, alors, vous avez cité sarrasin, tournesol, il va falloir trouver l'adéquation en termes de cycle physiologique. Parce qu'il faut quand même que les cycles physiologiques soient à peu près cohérents. Parce que si on met du blé févrole, comme vous dites, c'est parce que les dates de récolte sont à peu près communes, quoi. Alors, en bio, on y est habitué. La solution, c'est l'endénage. Ah oui, d'accord. Oui, la solution, c'est l'endénage, c'est la préfauche,
l'après-fauche et la récolte. Voilà. Alors, ça ne posera pas de problème. Compte tenu de la différence de taille des graines, en 2022, on a séparé du blé dur et des lentilles. Et c'est assez compliqué. Allez, une dernière question ici, après on passe à la suite. Donc question pour Jean-Luc. J'ai pas très bien compris pourquoi vous ne faites pas de soja. Vous êtes en agriculture de conservation, c'est ça, si j'ai bien suivi? Non, moi personnellement, je suis pas en agriculture. Enfin, si, mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Oui, donc Si, enfin, c'est vrai que je intéressant, suis un conseiller qui est impliqué dans l'agriculture de conservation depuis très très longtemps. Mais l'aspect soja en agriculture de conservation ne pose pas de problème. Du moment que tu peux irriguer, tu cales ton assolement, c'est pas du tout un problème. Au contraire, ça te donne une corde de plus sur des cultures d'été. Donc en termes de gestion adventice et tout, c'est que du bonus. Voilà. Mais c'est vrai que sur mon secteur, le soja, si tu veux, n'est pas tellement mis en place pour des raisons d'accès et de volume d'eau, certes, encore plus cette année, puisqu'un soja, c'est quasiment autant qu'un maïs. Tu tournes entre 7 et 10 tours d'eau, voire plus, les années comme l'année dernière. Et comme tu as beaucoup d'agriculteurs qui font des productions de semences, notamment maïs-semences, ils préfèrent plutôt dédier l'eau au maïs-semences, qui rapporte plus que du soja. Voilà. C'est essentiellement économique. Après, c'est différent d'Alain, puisqu'Alain, il est sur un système bio, donc c'est quand même fort différent. Hein, voilà. D'accord, merci. C'est l'eau le frein. D'accord. Ok, bah, écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite, donc on peut applaudir nos intervenants.